Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder dans cette capsule, sur le chapitre 4, les diagrammes énergétiques. Les diagrammes énergétiques sont la matière que vous avez déjà vue précédemment dans vos autres cours de chimie. Je vais juste faire un petit rappel de comment ils fonctionnent pour pouvoir les réutiliser dans les autres chapitres, les chapitres 5, chapitre 6, chapitre 7, où on va voir beaucoup de réactions chimiques, donc des réactions de chimie organique. Donc, on veut comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe au terme d'énergie. Donc, juste vous rappeler, une transformation chimique, donc c'est le bris de différents liens chimiques. Donc, ça prend de l'énergie pour pouvoir briser les liens, donc de passer de nos réactifs aux produits. Donc, pour faire ça, il faut briser des liens. Donc, ça coûte de l'énergie pour pouvoir briser les liens des réactifs. Donc, vous avez ici la courbe qui représente un petit peu cette énergie-là qui est demandée pour briser les liens. Tandis que lorsqu'on va former des nouveaux liens, on va avoir une énergie qui va être libérée. Donc, il faut fournir l'énergie pour briser les liens, et on en libère lorsqu'on forme des nouveaux liens. Donc, en gros, lorsqu'on fait la somme de ces deux énergies-là, on a une courbe qui ressemble beaucoup plus à ce que vous avez déjà vu précédemment sur la différence réelle là, entre quelle énergie est nécessaire pour briser des liens par rapport à ceux qui sont relâchés pour former ces nouveaux liens-là. Alors, lorsqu'on regarde une courbe énergétique, il y a plusieurs endroits sur cette courbe-là. Il y a les réactifs, donc ce sont les molécules de départ, les molécules ou atomes de départ. Il y a les produits qui sont ce qu'on obtient à la fin de la réaction. Par contre, lorsqu'on a la courbe ici, on voit qu'il y a un maximum, donc un sommet qu'on peut atteindre. Donc, on a différents niveaux, différentes valeurs. Donc, une des valeurs que vous connaissez déjà beaucoup, c'est le delta H de la réaction. Donc, l'enthalpie de la réaction, c'est la différence entre le niveau où se trouvent les réactifs en énergie par rapport à où se trouvent les produits en énergie. Et vous avez le delta H d'activation, donc l'énergie d'activation. Pour pouvoir démarrer une réaction, ça prend de l'énergie pour pouvoir passer ce maximum-là. Et le maximum, c'est ce qu'on appelle l'état de transition ou ce que vous avez probablement vu aussi, le complexe activé, une autre façon de le nommer. Donc, ce que vous connaissez probablement déjà, c'est que le delta H de la réaction va avoir une valeur qui va être soit négative ou positive. Donc, dans le cas où c'est négatif, on parle d'une réaction exothermique parce qu'il y a un dégagement d'énergie. Donc, les produits se trouvent plus bas en énergie que les réactifs. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un dégagement d'énergie vu que c'est une valeur qui est de la somme négative, euh, de différence négative plutôt. Tandis que si vous avez un delta H positif, la réaction est endothermique. Euh, donc, ça, c'est pour le delta H de la réaction. Par contre, le delta H d'activation, lui, est toujours positif parce que ça demande toujours de l'énergie pour pouvoir partir une réaction. Donc, plus cette énergie-là d'activation est élevée, plus la maximum ici est haut, plus la réaction va être difficile et plus elle sera lente à être effectuée. Donc, quelques exemples de diagrammes d'énergie, on va passer quand même assez rapidement. Ici, à la place de parler de delta H, je parle de delta G. Donc, c'est de l'énergie libre. L'énergie libre, le delta G, il n'y a pas une grosse différence avec le delta H pour vous parce que ça comprend l'enthalpie et l'entropie. L'entropie, c'est l'énergie du désordre. Souvent, ce delta S-là, donc, qui est le delta H plus le delta S, pour avoir le delta G, donc l'énergie comme complet du système. Le delta S, l'entropie, lui, est souvent mis de côté. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vraiment vu beaucoup avant, parce que ça demande souvent des températures beaucoup plus élevées pour avoir un effet. Mais si on le comprend, généralement, il n'y a pas une grosse différence avec le delta H. Donc ici, je vais parler de delta G, mais vous pouvez comprendre comme avec l'enthalpie, le delta H, c'est correct. Donc ici, on a un delta G de la réaction qui est négatif, donc parce que nos produits sont plus bas que les réactifs en termes d'énergie.
Donc, le ΔG est négatif. Donc, c'est une réaction qu'on dit spontanée. Okay? Tandis que, si on regarde ici, on a toujours le ΔG d'activation ou ΔH d'activation. C'est pas mal similaire, comme je l'ai dit, qui est plutôt élevé. Donc, la réaction va être plutôt lente. Puisqu'on a seulement un maximum, on a une seule étape dans le mécanisme. C'est-à-dire qu'on a seulement un état de transition. Donc, par exemple, les états de transition, on va les dessiner de cette manière-ci. Donc, les états de transition ont des parenthèses autour d'eux avec une double croix ici pour montrer que c'est une molécule qui n'existe pas vraiment. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez isoler. Par contre, ce qu'on va voir dans l'état de transition, c'est vraiment les liens qui sont brisés ou formés vont être en pointillés. Donc, si on est en train de former un lien, d'en briser un, on devrait le mettre en pointillé. En principe, ce lien ici devrait être en pointillé. C'est un lien qu'on a oublié de mettre en pointillé ici dans l'exemple. Donc, tous les liens qui sont brisés ou formés, lorsque je vais vous présenter des mécanismes, là, pour l'instant, c'est juste un exemple, vont être mis en pointillé. Donc, comme c'est écrit ici, l'état de transition est représenté entre double crochet avec une double croix en exposant. Si on prend l'autre exemple qui est ici, dans cet exemple-là, vous avez une réaction qui a un ΔG qui est positif cette fois-ci. Donc, le ΔG de cette réaction-là fait en sorte que la réaction n'est pas spontanée, puisque ça demande de l'énergie pour passer au produit. Ils sont plus hauts en énergie que les réactifs de départ. Par contre, le ΔG d'activation, lui, est toujours des réactifs au maximum. Okay? Et lui aussi est positif à ce moment-ci. Donc, puisqu'il y a à peu près la même hauteur que ce qu'on avait vu dans l'exemple juste précédent, à peu près la même vitesse de réaction. Encore une fois, une seule étape parce qu'on a seulement un seul sommet dans la réaction. Maintenant, si on regarde un diagramme énergétique un petit peu plus compliqué, tel que celui-ci, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir, c'est que là, on a plus qu'une étape dans la réaction. Et si on regarde les réactifs par rapport aux produits, encore une fois, on a les produits ici, dans cet exemple-là, qui sont plus bas en énergie. Donc, à ce moment-là, notre ΔG qui est négatif. Donc, on va dégager de l'énergie. Donc, c'est spontané. Par contre, lorsqu'on va regarder le ΔG d'activation, c'est toujours par rapport des réactifs vers le sommet le plus élevé. Donc, dans les cas précédents, on en avait juste un seul sommet d'énergie. Tandis qu'ici, on en a deux. Lequel on choisit toujours le plus haut. Mais on part toujours des réactifs. Donc, ça, c'est votre ΔG d'activation ici. Donc, entre les réactifs jusqu'au plus haut sommet, donc l'état de transition le plus élevé. Donc, vous avez ici deux états de transition. Donc, l'état de transition 1 qui est ici, qui est un petit maximum, et vous avez l'état de transition 2 qui est un grand maximum. Donc, les deux maximums sont des états de transition. Et vous avez ce qu'on appelle un intermédiaire réactionnel. Donc, c'est très important de ne pas mélanger état de transition et intermédiaire réactionnel. Un état de transition, c'est une étape dans laquelle la réaction doit passer pour pouvoir briser et former des nouveaux liens. Par contre, un intermédiaire réactionnel, c'est généralement une molécule qui se trouve entre deux étapes qu'on peut généralement isoler dans certains cas. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est super stable. Vous voyez un petit peu plus haut en énergie. Donc, généralement, c'est plus difficile à isoler, mais c'est quand même possible de le faire. Donc, c'est très, très important de ne pas confondre les deux, les états de transition et intermédiaire. Donc, dans ce cas-ci, lorsqu'on a deux étapes, deux états de transition, il y a un intermédiaire réactionnel. Vous avez ici un autre exemple où, cette fois-ci, vous avez encore une fois deux étapes, un ΔG de réaction qui est négatif, donc spontané. Vous avez une activation qui est cette fois-ci plutôt faible, parce que si vous regardez par rapport à la précédente, là, on a vraiment une énergie d'activation qui est beaucoup plus petite. On a la deuxième étape est pas mal plus petite même que la première. Donc, cette réaction-là va être beaucoup plus rapide que celle qu'on vient de voir, où l'énergie d'activation était beaucoup plus élevée. Encore une fois, vous avez deux étapes, parce que vous avez deux maximums. Donc, un état de transition 1, un état de transition 2, et un intermédiaire réactionnel qui se trouve entre les deux. Donc, c'est comme la vallée entre les deux maximums qu'on trouve ici.
Alors, pour terminer un petit peu cette section-là du chapitre 4, on va regarder ici un exemple, un exercice ensemble. Donc, vous avez deux courbes ici. Vous avez une courbe bleue et une courbe rouge. Dans les deux courbes, entre les deux courbes, on veut savoir laquelle se fera, quelle réaction. Okay? Donc, c'est deux réactions qui sont comme en compétition l'une avec l'autre. Quelle réaction entre les deux, dans la courbe bleue ou la courbe rouge, va se faire le plus rapidement? Dans l'autre portion, on va se demander si jamais on laisse la réaction se faire, on lui donne tout le temps possible, que le temps, c'est pas ça qui nous restreint. Puis qu'il y a un équilibre, ça veut dire qu'on peut revenir en arrière. Ça veut dire qu'on peut passer des réactifs aux produits, des produits vont venir aux réactifs, et ainsi de suite. Et jusqu'à temps qu'on atteigne l'équilibre final. C'est quoi? C'est quelle réaction qui va être favorisée entre les deux? Quel produit des deux, le rouge ou le bleu, va être formé? Donc, si on s'attaque à la première question, c'est en termes de temps. Lorsqu'on parle de temps, on parle de cinétique. Qu'est-ce qui est cinétique? C'est toujours par rapport au delta G d'activation. Donc, si on regarde ici, la réaction en rouge a une énergie d'activation qui est beaucoup plus faible que celle en bleu, ce qui veut dire que la réaction rouge va se faire plus rapidement que celle en bleu parce qu'elle demande moins d'énergie. Donc, les molécules vont vouloir plus facilement, vont pouvoir passer dans cette réaction-là, faire la réaction beaucoup plus facilement, fait en sorte que c'est cette réaction-là qui va être favorisée de façon cinétique. Donc, c'est le produit cinétiquement favorisé. On l'appelle aussi le produit cinétique. Donc, celui en rouge, le produit cinétique. Par contre, ce que vous avez d'autre, vous avez aussi le produit qui est le produit ici, lorsqu'on l'obtient, lorsqu'on laisse l'équilibre se faire. Donc, si ce n'est pas le temps qui est important, c'est vraiment laisser l'énergie faire son cours, lequel des deux va être favorisé, mais c'est celle qui va vous permettre d'avoir les produits les plus bas en termes d'énergie. Parce que c'est ça qui, généralement, les réactions vont vouloir favoriser avec le temps. Okay? Donc, si ce n'est pas la vitesse, donc si ce n'est pas la vitesse de la réaction, donc ce n'est pas l'activation qui est importante, à ce moment-là, c'est plutôt l'énergie finale. Donc, le delta G, delta H, de la réaction. Pour l'équilibre, à ce moment-là, puisque le delta G de la réaction en bleu est beaucoup plus négatif, ça veut dire qu'il va dégager plus d'énergie, le produit est beaucoup plus stable, à ce moment-là, c'est cette réaction-là qui va être favorisée si on laisse l'équilibre entre les deux sphères. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle le produit thermodynamique. Favorisé de façon thermodynamique par l'énergie qui est dégagée durant la réaction. Alors, ça termine la capsule sur les diagrammes d'énergie. La prochaine capsule, pour le chapitre 4, va porter sur la résonance. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Donc, j'espère que vous avez appris un peu plus. On va se voir dans la prochaine capsule.